Qui a proposé un sujet concernant l'enfant. On est tous confrontés dans notre pratique quotidienne à des enfants suspects de cancer. Le cancer chez l'enfant existe aussi. Si le docteur Boras a parlé de cancer de sein, comme quoi c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, la leucémie reste le cancer le plus fréquent chez l'enfant au-delà d'un an. C'est ce que va nous montrer notre collègue de Marrakech. Merci. Merci beaucoup. À mon tour, simple, pour que tout le monde en profite. Bon, les leucémies, je suis Jamila Bouzi, je suis de CHU Marrakech, médecine. Je m'occupe de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique, ça fait quelques années maintenant. Et je vais essayer de parler un petit peu des leucémies de l'enfant. Alors, ce que nous savons, ce que vous savez tous, c'est des notions générales. On va essayer juste de les rappeler. Qu'est-ce que c'est la leucémie en général? Je vais vous lire en fait la définition. C'est les proliférations clonales et malignes de cellules hématopoïétiques immatures qu'on appelle blastes, qui sont bloquées dans leur processus de différenciation, qui envahissent la moelle osseuse, puis le sang périphérique, et puis par la suite, ils vont infiltrer tous les organes. Et cela va être une conséquence par la suite d'une insuffisance médulaire qui peut être complète ou incomplète. Alors c'est la définition, si vous voulez, pragmatique. La leucémie, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique en général, et surtout pour l'enfant. Alors, les leucémies, c'est pas une seule maladie, mais c'est plusieurs maladies qui sont hétérogènes et qui peuvent impliquer plus ou moins des anomalies génétiques, mais qui sont acquises. Et je vous dis tout de suite que les cancers en général de l'enfant, c'est pas héréditaire. C'est-à-dire, quand je parle des anomalies génétiques, c'est pas forcément qu'il y ait des anomalies chez la maman qui sont transmises à l'enfant et qu'il y a risque d'avoir plusieurs enfants malades. C'est pas le cas. Tout de suite aussi, je vous dis qu'il n'y a pas de cause connue, d'étiologie connue. On va voir peut-être quelques facteurs de risque, mais qui ne sont pas toujours prouvés chez l'enfant. Leucémie, plusieurs leucémies, évidemment, mais dans les leucémies aiguës, lymphoblastiques sont les plus fréquentes chez l'enfant, et c'est les plus fréquemment qu'on voit chez l'enfant. Ils représentent à peu près 80% de toutes les leucémies de l'enfant, et plus de 86% de guérison. Là, on a plus d'espérance de vie, de guérison chez les enfants. Les leucémies sont fréquentes, en fait, ils représentent à peu près plus de 30% de tous les cancers de l'enfant. Ils viennent après, en deuxième lieu, après les tumeurs cérébrales chez l'enfant. Chez nous, au Maroc, on n'a pas encore de statistiques nationales, mais on sait qu'on diagnostique, si vous voulez, pas trop les tumeurs cérébrales. Donc on ne peut pas dire qu'on a qu'on n'a pas beaucoup de tumeurs cérébrales chez nous. On est en train d'y travailler. En France, pour parler un petit peu d'épidémiologie, ils enregistrent 600 nouveaux cas par an de leucémie chez l'enfant, de leucémie lymphoblastique. J'ai oublié de citer ici. Alors à Marrakech, on a 30 cas de leucémie lymphoblastique par an. Et on est en train, ce que j'ai anticipé un petit peu, on est en train de travailler un projet d'établir un registre national. Un mois après ça, chez le nouveau-né, c'est rare, exceptionnel même, mais on peut voir aussi chez les nouveau-nés des leucémies. Il y a un peu plus de garçons que de filles, mais généralement on voit de... Donc là, j'ai eu, on passe. Alors, la cellule souche qu'on a au niveau de la moelle, elle se différencie en général, qui est totipotente, qui est pluripotente si vous voulez, et qui peut se différencier en deux types de cellules, ce qu'on sait, la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde, qui donnent, à vrai dire,
toutes les différentes les lignées qui peuvent par la suite caractériser toutes les leucémies. Bon, là, en fait, j'ai mis une photo sur un frottis de moelle qui indique un monoblaste qui est normal, c'est-à-dire à l'état normal, un lymphoblaste, et là, en fait, un myéloblaste. Ce qui différencie déjà sur l'étude cétologique, qu'il y a des petites granulations de ce côté-là, et on va voir peut-être dans une autre image les bâtonnets qui caractérisent les myéloblastes. Alors, là, en fait, ils peuvent infiltrer tous les organes. La moelle, en fait, il peut exister surtout dans les os plats, et qui dit os plats, c'est tous les l'omoplate, les crêtes, mais surtout j'ai mis la photo de la crête iliaque. Là, on fait beaucoup plus de prélèvements de moelle. On a beaucoup de types de leucémie. Si on voit les lignes de dérivation, donc on a les lymphoblastiques, les myéloblastiques, et un peu moins les myéloblastiques chroniques, et autres, celles qui sont vues chez la leucémie ou le cancer en général, mais je vais en parler de quelques facteurs de risque qui peuvent, si vous voulez, induire une leucémie, quoique c'est pas à un seul, on ne peut pas dire que c'est le seul critère qui pourrait induire une leucémie. Alors il y a des facteurs génétiques qui sont cités, mais il y a très peu de cas constitutionnels qui peuvent augmenter le risque d'avoir un cancer ou une leucémie. Les trisomies 21, c'est connu, donc il augmente fois 10 ou fois 15, parfois pas 10, fois 20, le risque de développer des leucémies, spécialement les myéloblastiques. Il y a les maladies de réparation d'ADN, dans la maladie de Fanconi, la maladie de Bloom, les ataxies télangiectasies, les déficits immunitaires, la clandierance, un grand risque d'ADH. Pour les cas familiaux, on essaie toujours de dire que ce n'est pas héréditaire, c'est sûr. Mais il y a quelques cas où on fait attention. Quand il y a des jumeaux, des vrais jumeaux, donc si l'un a développé une leucémie, on fait attention à l'autre parce que le risque est un peu plus élevé que la population générale. Ou quand il y a un enfant qui est atteint à moins de 5 ans, généralement, on fait attention chez les autres enfants, mais de façon discrète, comme on sait déjà la considérer. Il y a les facteurs environnementaux, c'est très bien codifié chez l'adulte. On sait que le tabac, le benzène, l'exposition à certains facteurs, c'est connu, incriminé dans le développement des cancers chez l'adulte. Chez l'enfant, on met toujours des points de dérogation, vous allez voir. Alors pour les radiations ionisantes, c'est vrai qu'il y a des notions, après l'incident de Tchernobyl, c'est vrai qu'il y avait une surveillance pendant quelques années, mais il n'y avait pas de cas rapportés après 8 ans. Donc on ne sait pas effectivement est-ce que ça touche l'enfant. Il n'y avait pas de cas rapportés dans la descendance des gens, des enfants qui ont assisté en fait à l'incident de Tchernobyl. Et puis, le risque est très, on peut dire, nul quand la maman, en fait, elle a eu une exposition aux radiations ionisantes diagnostiques, et pas en fait accidentelle, que l'enfant ait développé. Bon, c'est très, très, très discuté. On en parle souvent, les périphéries des centrales nucléaires, s'il n'y a pas le risque, il n'y a pas, et c'est indiqué, mais ce n'est pas très étudié. Les pollutions chimiques et industrielles, le champ magnétique aussi, donc on ne sait pas vraiment est-ce qu'ils ont vraiment des intérêts chez le développement de leucémie ou de cancer en général chez l'enfant. C'est l'intérêt, encore une fois, de développer des registres et d'étudier la population, ce qui a été fait en France il y a quelques années et nous espérons que ça viendra dans les prochains jours. Il y a le troisième vecteur, les facteurs infectieux. Ça, on en parle aussi souvent aussi, mais il n'y a pas aucun facteur infectieux, aucun agent infectieux n'a prouvé qu'il développe ou qu'il sujet. Il y a sûrement un premier événement qui est génétique, anténatal, et le deuxième événement survient quand il y a en fait une réponse avec un agent infectieux connu, mais on n'est pas vraiment sûr. Là, c'est en général, mais quand est-ce qu'on devra penser à une leucémie chez l'enfant?
Typiquement, on disait que l'association d'un syndrome d'insuffisance médulaire, un syndrome infectieux et un syndrome tumoral, surtout en ce qui concerne les lymphoblastiques, ça fait penser et on nous fait en fait le stress d'aller chercher cette pathologie. Là, c'est un enfant qui est venu généralement pour des adénopathies, qui a vu plusieurs médecins, qui a été traité pour infection banale, et puis par la suite, des adénopathies qui deviennent inflammatoires. Il a reçu plusieurs antibiotiques jusqu'à ce qu'il est devenu comme ça. Il arrive, et puis on interprète bien la numération et on voit que c'était déjà une leucémie qui s'est déclenchée au début. Il peut y avoir aussi un syndrome hémorragique. Mais rassurez-vous, c'est pas tout purpura égale leucémie, c'est juste des signes qui peuvent nous avertir, mais c'est pas toujours le cas. Là, vous voyez que c'est petit, le purpura pétéchial qui diffuse sur tout le corps. Et surtout, là, je vous mets ici cette photo d'un enfant qui présente une hémorragie avec hypertrophie gingivale. Quand c'est une hypertrophie gingivale de cette façon, on a du mal à dire que c'est pas vraiment malin. Il faut y aller, il faut bilanter, explorer. Aussi, il y a dans le syndrome d'insuffisance médulaire, syndrome infectieux, syndrome hémorragique, on peut avoir le syndrome infiltratif. Quand les blasts se multiplient de façon importante, ils peuvent infiltrer tous les organes, entre autres le système nerveux. Cet enfant, il vient consulter pour un problème visuel et par la suite, on voit qu'il a un ptosis d'un côté et en examinant, en voyant qu'il avait d'autres signes qui n'étaient pas très épatants, c'est pas pour lesquels elle a diagnostiqué. Vous voyez là le ptosis. Les pièges dans lesquels on tombe tous, et surtout les médecins qui voient pour la première fois les enfants, ou même quand on fait un bilan, c'est les cytopénies isolées. Par exemple, on fait une numération pour n'importe quel, c'est-à-dire pour n'importe quel signe fonctionnel, et on trouve une cytopénie, une leucopénie. Surtout, les leucopénies sont généralement très constantes en matière de leucémie. Quand on trouve une anémie seule, c'est pas forcément une leucémie. Il faut avoir beaucoup plus de signes. Une thrombopénie, on n'y pense pas à une leucémie au début, il faut aller explorer. Il y a souvent des thrombopénies d'origine infectieuse ou toxique. Donc on n'y pense pas souvent, d'autant plus que le cancer n'est pas fréquent en fait aux pratiques courantes. Deuxième situation qui est malheureusement très fréquente dans notre contexte, c'est les enfants qui présentent des douleurs osseuses. Alors les douleurs osseuses, je vous dis tout de suite que c'est pas évident de les diagnostiquer chez les enfants. Surtout les tout petits. Les tout petits peuvent consulter parce qu'ils ne peuvent pas bouger un membre, parce que les plus de 5 ans, il a une asthénie, qui n'arrive plus à marcher ou à jouer. Il y a des fois juste une diminution de l'activité de l'enfant, qu'il ne joue plus avec ses enfants, qu'il n'arrive plus à monter les escaliers, qui a mal, qui n'est pas bien. Il y a des fois, les parents vous disent « il n'est pas bien, je sens qu'il n'était pas comme ça et maintenant il ne joue plus comme avant ». Douleur osseuse, douleur articulaire, j'avoue que ce n'est pas très évident, surtout pour une arthrite au début, à faire la part. Surtout quand c'est douloureux, quand il y a de la fièvre. Donc on pense souvent à une arthrite ou bien RA. Vous allez voir un cas clinique par la suite. Il y a des situations où on est déjà au stade d'insuffisance rénale, où les œdèmes priment. Vous allez avoir un enfant altéré, c'est vrai, avec une infiltration. Bon, c'est l'infiltration généralement, et c'est là où on n'y pense pas souvent à faire une numération ou à interpréter très bien une numération. Là, je vous mets, je pense, en situation réelle. C'est un enfant qui s'appelle Anas, qui vient consulter pour boiterie, justement pour les problèmes de douleur. Et puis après, il ne veut plus marcher. Donc les parents se disent pourquoi il ne veut plus aller à l'école, il ne veut plus jouer, donc, à la crèche plutôt. Alors ils font une numération, le médecin l'a vu, il l'examine, il n'y a rien. Donc juste un petit fébricule à 37,5. Il n'y a rien au niveau du membre. Il fait une numération et il est normal. Donc, tranquille. On fait quand même des ASLO. Parce que comme on est dans un pays d'endémie de RA, d'origine,
Donc on est beaucoup plus sujet à faire ça. Alors les ASLE, ils sont à 500. 500, c'est un peu élevé, donc on se dit peut-être c'est des angines avec des petites douleurs. La radio standard faite normale. Donc on sait que dans le rhumatisme articulaire aigu, il n'y a rien, il y a comme signe au niveau radiologique. On traite comme rhumatisme articulaire aigu. Bon, pour les premiers jours, ça va, ça marche. Et puis l'enfant commence à marcher, mais la douleur ne disparaît pas totalement. Il ne s'accentue pas, mais il ne disparaît pas. On refait la numération un mois après, parce que là, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas, c'est-à-dire se prolonger dans le traitement sans avoir vraiment une preuve du RAA. Et ce qu'on nous disait toujours quand on était étudiant, toujours faire un bilan avant de démarrer une corticothérapie et spécialement une numération. Et une numération